La violence, toujours la violence. Ce matin à Boissard, un policier a été attaqué au sabre. Ses collègues ont tiré et blessé l'assaillant qui a été hospitalisé. Sa vie n'est pas en danger. Dans un instant, le reportage de Linda Kayarsi et de Karen Diamin pour ATV Guadeloupe. À Capesterre, c'est un drame peu banal qu'a vécu la commune. Un homme a foncé et tué son cousin sous les hauteurs de la ville. C'est la consternation. Nos reporters sont allés sur place. Les échos de la mémoire, c'est le nom de l'exposition visuelle et sonore qu'accueille la commune de Petit-Canal, la modernité au service de la mémoire. Luc Saint-Éloi, le concepteur de cet événement, est l'invité de notre édition. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous accueillir chez vous pour le développement de l'actualité de ce vendredi 19 août 2016. C'est par un nom célèbre qui fut un temple de la délinquance que nous commençons cette édition. Boissard, ce matin. Il est 7h30, alors que Pointe-à-Pitre allumait simplement son premier ciel, un homme a surgi, un sabre à la main et a asséné plusieurs coups à un policier. Les collègues du policier sur place ont fait usage de leurs armes, tiré et blessé l'assaillant. Le reportage de Linda Kayarsi et de Karen Diamin. Ce matin, aux environs de 7h40, un individu se promenant dans les rues de Pointe-à-Pitre a commis une tentative de vol à main armée contre un passant. Donc, alertés, les policiers sont partis à sa poursuite. Donc, il a été repéré au niveau des abîmes. Et donc, à ce titre, lors de la chasse, il y a un policier qui s'est retrouvé face à l'individu. Donc l'individu était armé de deux coutelas. Donc il a asséné plusieurs coups de coutelas et donc il a fallu l'intervention de deux autres policiers qui ont fait usage de leurs armes en légitime défense pour pouvoir neutraliser cet individu qui continuait à s'acharner sur notre collègue qui se trouvait au sol. Notre collègue aujourd'hui se retrouve blessé à l'avant-bras gauche. Donc il est pris en charge par les services du CHU. Donc l'individu il a été touché, donc il est aussi également en surveillance au niveau du CHU. Notre pronostic vital n'est pas engagé. Aujourd'hui, les policiers sont à cran, donc nous sommes très très en colère. C'est pas d'aujourd'hui que nous réclamons des moyens, des effectifs de police supplémentaires. Nous avons la venue de monsieur le directeur central de la sécurité publique prochainement dans le département. Donc nous demandons à ce monsieur que des décisions claires et concrètes puissent être apportées pour faire face à cette situation. Parce que hier, c'était les citoyens qui étaient victimes de violences. Aujourd'hui, ce sont les policiers qui sont censés être garants de la sécurité des personnes et des biens. Donc à ce titre, nous réclamons avec fermeté que ce monsieur vienne avec des réponses concrètes et pour pouvoir trouver des solutions pour endiguer ce fléau. Nous avons franchi un cap. Là, aujourd'hui, des policiers a été touché. Donc là, c'est le ras-le-bol. C'est le ras-le-bol, donc là, on n'en peut plus. Et il faut vraiment que des solutions soient apportées face à cette situation. À Capesterre, Bello, c'est un drame qui a eu lieu sur les hauteurs de la ville. Un homme, tout simplement, pour des raisons inconnues, a foncé sur son cousin, l'a fauché. L'homme a été tué. On croyait qu'il s'agissait d'un banal accident de la route, mais il s'agit véritablement d'un homicide. ATV, au cœur de votre vie quotidienne, Moïse Exter, Patrick Curie. C'est aux environs de 17h30 que la famille, Narayan Assami, ainsi que des amis, se rendent sur le terrain familial dans les hauteurs de Saint-Denis, à Capesterre-Bello, où va se jouer un drame familial sans précédent. En arrivant, le terrain là vers les 5h et quelques, nous avons boué avec Claude. Alors, frère, moi, descend dans l'auto là, il vient à Claude, il a dit Claude, comme il vient avec des amis, madame, il a regardé, il a parlé à Claude, laissez-y passer quoi. Il a regardé, Claude n'a pas parlé, il n'a dit rien. Il a regardé, nous avons dit, mais Claude n'a pas répondu pour moi. Nous on était en nous et nous disions, il marche, il fait marche arrière. On lui a dit, bon, ok. Il allait faire marche arrière. Là, ouais, il fait marche arrière. Et nous comprenons que c'était petit nous passer. Et les frères, moi, il fait marche arrière. Et moi-même. Alors, frère, moi, il passait devant la voiture là. Puis il joint l'auto là. Et tout pendant qu'il a passé. Et moi-même, Claude qui a accéléré à une vitesse que moi-même je ne sais pas. Il y a qui passe si frère moi comme chien. Il y a qui boit, il y a tout là. Et là on tombe dans la fosse là.
Regarde, frère, moi, t'es là. Il panique pour signe. Tout le corps est gris, maintenant là. Ventre là gonflé. Il pas même garder et tout. Bien qui, ou là, vous crase un chien côté avec un qui. C'est qu'on a. Il tue vraiment comme chien. On peut lire de la colère, mais aussi de l'incompréhension sur les visages. Des proches qui refusent une mort aussi effroyable. Et moi, je ne peux pas tolérer un bitin comme ça. Qu'un monde qui vient dans les propriétés, vient et subitement, il a discuté. Et subitement, on a frappé frère moi, on a accéléré la voiture, on a marché sur, on a pilé, on a crasé. Sinon, on bien expliquer, nous avons descendre, nous avons parler, nous avons discuter, mais nous ne pouvons pas agir avec violence comme ça. Nous ne pouvons pas agir avec des actes barbares comme ça. Moi, je dis comme ça, c'est un acte de violence, un acte criminel. Nous ne pouvons pas qui frappe avant voiture aussi violent comme ça, avant 4x4. On a marché sur, on a crasé. Et alors que ni petit monde qui a vrai acte la fait. Et ni monde ni enfants à l'âge de 10 ans, 7 ans, 10 ans qui a vrai s'ébiter dans ça. C'est petit monde a traumatisé à cause de ça. À l'heure actuelle, le suspect est sous les verrous et les investigations continuent. Nul doute qu'il faudra du temps aux membres de cette famille pour se reconstruire. Voilà un événement terriblement dramatique. En Guyane, faut-il avoir peur de l'hôpital de Cayenne? Ici est produit récemment un incident assez grave, mais maintenant la population doute considérablement de la sécurité de cet établissement. Les manifestants ce matin entendaient protester contre l'insécurité, entendez bien, structurelle de l'hôpital de Cayenne. Voici le reportage de nos confrères d'ATV Guyane. Aujourd'hui, ces salariés du centre hospitalier André Rosemont ont quitté leur établissement pour se mobiliser. Ils effectuent une marche protestataire. Première étape, les locaux de l'Agence régionale de la santé. Je vais procéder à la lecture d'une lettre ouverte qui vous est initialement adressée. S'agissant de la réglementation encadrant la CUM, exigée par l'UTG Santé du Char, nous souhaitons réagir suite à vos propos sur les médias publics. Plusieurs jours après le drame survenu à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées, le personnel soignant ne se sent toujours pas en sécurité. Honnêtement, je ne suis pas rassurée. Nous avons peur qu'il y ait un autre drame. Nous avons peur. Arrivés à la préfecture, la vingtaine de marcheurs comptent bien faire entendre leur voix. Ils demandent plus de sécurité et dénoncent l'insuffisance de la prise en charge, notamment psychologique, au moment des faits et dans les jours suivants. Nous voulons juste dénoncer, nous voulons juste faire comprendre à la population que le jour des événements, tout à chacun dise qu'ils avaient mis en place ce qu'on demande, c'était la CUP, la cellule d'urgence médico-psychologique. Et nous, on va expliquer à la population qu'est-ce qui s'est passé vraiment après les événements, comment a été mise en place la cellule, même pas la cellule d'urgence médico-psychologique, comment nous, l'UTG Santé, on a pu faire le suivi du personnel, des résidents et des familles. La lettre ouverte est distribuée à la population et sera envoyée à la ministre de la Santé, Marisol Touraine. De la Guyane, dans nos coups de atterrissons à la Martinique où, malheureusement, les braqueurs n'ont pas pris de congé et continuent leur action. Ils ont attaqué une enseigne de restauration rapide, non content de réclamer la caisse. Les deux hommes armés de fusils ont tapé deux employés à coups de crosse de fusil. Voici le reportage de Mathieu Haussmann et de Marie Tricot. 11 h ce matin. Les premiers clients arrivent pour déguster leur burger préféré, mais les portes du fast-food sont toujours fermées. Pendant ce temps, dans les cuisines, les employés tentent de travailler malgré le choc du braquage de la veille. Une réunion exceptionnelle avec les responsables de l'établissement s'est tenue une demi-heure plus tard afin de réfléchir aux éventuelles mesures à prendre pour garantir la sécurité du personnel et des clients. Pour l'heure, les auteurs du braquage restent introuvables, mais l'enquête menée par les forces de police permettront de les identifier dans les prochains jours. Concernant l'enquête en cours, vous devez savoir que forcément il y a ce qu'on appelle le secret d'enquête dans des cadres comme ça, voire le secret de l'instruction quand il y a une instruction ouverte. Mais il est clair et net qu'il doit y avoir certainement suffisamment d'éléments recueillis sur place par les services d'investigation pour identifier le ou les auteurs de ce braquage. Donc c'est une enquête qui pour moi va aboutir très rapidement.
Il est clair et net que ce n'est pas le sentiment qui est vécu ici. Nous avons l'impression que de plus en plus, il y a un sentiment d'insécurité qui s'accroît ici en Martinique. Et des phénomènes de violence, notamment des vols à main armée, des fois pour des butins dérisoires, comme c'est le cas pour le Burger King ou d'autres. Et le risque sans réponse pénale forte et adaptée, ce serait que, comme ça s'est passé récemment au sortir d'une boîte de nuit, que les gens aient tendance à vouloir se faire justice eux-mêmes. Les 2 employés, blessés à la tête par des coups de crosse, ont subi des examens médicaux. Leurs plaies ont nécessité quelques points de suture, mais leurs jours ne sont pas en danger. Voilà maintenant la Martinique toujours avec cette problématique de l'usine de Dion, l'usine de biomasse. Les gens n'en veulent pas. L'Association pour la protection du patrimoine de la Martinique a bloqué la route qui relie le port de Fort-de-France au site de l'usine parce qu'ils estiment que le convoi qui doit acheminer du matériel là-bas pose trop de problèmes de pollution. Reportage ATV Martinique. Pancarte en main, ils sont une dizaine postés à l'entrée du port. Le convoi transportant les fours qui alimenteront le site de Galion 2 se fait attendre. Un arrêté préfectoral indique que le camion a jusqu'au 5 septembre pour livrer son chargement. Nous informons la population que c'est à elle de se mobiliser fortement pour se protéger, pour sa santé. Nous savons qu'il y a une problématique concernant les particules fines, concernant ce dossier-là, et il s'agit de faire en sorte que ce qui s'est passé pour le chlordécone ne se passe pas par rapport à le bioma. Nous avons aujourd'hui pas mal de militants qui nous ont appelés, qui ne peuvent pas être là, mais qui sont déterminés à relayer le temps pour faire en sorte que ce convoi-là n'ait pas lieu. Nous mettrons tout en œuvre pour qu'il n'ait pas lieu. Et nous sommes déterminés et ce n'est pas les autorités qui doivent choisir comment on doit mourir. Après le scandale sanitaire du chlordécone, l'association rappelle que la production énergétique de Galion 2 ne se fera pas sans impact sur l'environnement. Si la Sopamar a remporté un premier combat en obtenant que la version incluant du charbon et de la bagasse soit révisée pour être modifiée en 100% biomasse, les écologistes pointent du doigt les incohérences du projet. Les Parisiens ont fait ce qu'on appelle la COP 21, qui dénonce ce type d'usine. Pourquoi l'installer en Martinique alors ? Quels sont les enjeux internationaux qui nous dépassent et qui font qu'on nous prend pour les pions des instances internationales, des accords qu'il peut y avoir entre les États-Unis, par exemple, et la France. Nous ne sommes pas là pour payer les pots cassés des accords commerciaux de ces pays-là. Nous sommes là pour qu'on nous laisse vivre en paix et qu'on fasse en sorte qu'on puisse trouver les ressources nécessaires sur notre territoire pour développer des énergies renouvelables. Aujourd'hui, les militants lancent un appel à la mobilisation de l'ensemble de la population. Il faut qu'on se batte pour nos enfants parce que si on ne le fait pas, mais écoutez, vous voyez le taux de cancer qui a augmenté. Et ben voilà, c'est pour ça que je me bats, pour protéger les enfants, pour protéger les Martiniquais. Voilà. Et il faudrait qu'ils prennent conscience aussi, il faudrait qu'ils se battent aussi, qu'ils viennent dans la rue justement pour dire que non, on n'en veut pas. Dans les rangs, le président de Noupepla est venu soutenir leur action. En tant qu'élu, je prends mes responsabilités. Je crois que c'est un projet dangereux pour la santé des Martiniquaises et Martiniquais. C'est un projet dangereux pour l'environnement en Martinique. Et ce n'est pas un projet qui contribue à la transition énergétique, bien au contraire. Par transition énergétique, on peut entendre quelque part autonomie énergétique. Et c'est un projet qui nous rend définitivement dépendants de l'extérieur pour la production de notre énergie. La Sopamar attend toujours le retour du tribunal administratif devant lequel elle a porté le dossier, craignant que Galion 2 fonctionne pleinement avant la moindre audience. Les militants se disent prêts à tout pour empêcher le convoi de rejoindre la plaine de Trinité et appellent leurs sympathisants à accrocher ce ruban blanc en signe de protestation. Reportage Marie Tricot, Mathieu Horsman. Notez qu'il y a une unité au moule de bagasse charbon et une unité de biomasse est prévue à Marie-Galante. Je ne devrais pas vous le dire, mais trop d'écran tue l'écran et c'est surtout très fatigant pour les yeux de vos enfants. Alors surtout les enfants en bas âge, essayez de les garder hors de l'écran. Reportage Karine Diama. En Guadeloupe, un parent sur 4 expose ses enfants aux écrans dès le plus jeune âge, en oubliant parfois qu'ils peuvent comporter plusieurs désavantages pour la santé et le développement de ces derniers. De façon générale, en dessous de 2 ans, il n'y a absolument aucune nécessité de proposer aux enfants
aucun média, que ce soit sur tablette, il n'y a absolument aucune nécessité. Entre 2 et 3 ans, il a été fréquemment dit qu'on mettait dans ces matériaux des choses éducatives, etc. Alors, mon avis est assez partagé là-dessus, parce que on s'est quand même aperçu que ça a entraîné des instabilités psychologiques et psychomotrices, et que ça diminuait quand même de beaucoup les activités faites. Et des activités, Paris, qui est assistante maternelle, en a une pléiade pour éviter la télévision à ses jeunes pensionnaires. Bon, on fait des activités le matin à 9h, 10h, on fait des activités. Ils font des jeux de forme, de construction, des Lego, des puzzles. Bon, à leur rythme, parce que bon, les petits comme ça, ils n'aiment pas rester trop longtemps sur une activité. Et puis après, ils font les jeux libres. Pour moi, les enfants avant 3 ans ne doivent pas s'exposer devant la télé, parce que pour moi, c'est les enfants qui doivent se construire. Donc, en les mettant devant la télé, on les prive de l'échange, quoi. Des échanges, on les prive la relation avec l'adulte. On doit plus utiliser les 5 sens de l'enfant. Donc, c'est-à-dire le toucher, bouger, sentir, observer, etc., quoi. Mais pas les mettre devant la télé, ils sont comme des spectateurs. Des spectateurs qui, par la suite, risquent quelques désagréments. La problématique de tout ça, c'est que c'est plus tard que l'on s'aperçoit que telle ou telle chose ne se passe pas bien dans les apprentissages. Et c'est peut-être pour ça que les parents ne se rendent pas toujours compte que ça peut être important. Limiter l'exposition aux écrans permet aux enfants de s'adonner à plus d'activités physiques, ce qui favorise un développement plus équilibré. Petit poisson, Adrienne. Vous êtes sur ATV Guadeloupe, nous allons au cœur de votre vie quotidienne. Dans un instant avec Karen Diamant, je vous emmène à Sainte-Rose passer un excellent moment avec l'association Cassonnet qui transforme les arbres en meubles. Et puis, vous découvrirez le visage d'une voix célèbre qui vous tient compagnie sur RCI, la voix de Jimmy Pierrot. Madame Michaud-Chevry, lorsqu'elle était secrétaire d'État à l'action humanitaire, a lancé l'idée de la création d'un certificat de la médecine humanitaire. Depuis, beaucoup de gens s'y sont adonnés et les humanitaires travaillent un petit peu partout dans le monde pour venir en aide aux populations, leur donnant un peu de dignité. L'Organisation des Nations Unies a considéré que ce jour, aujourd'hui, 19 août, devait être la journée de l'action humanitaire. Et vous, que pensez-vous du travail des humanitaires? Voici Lydia Kersi vous a posé la question, voici vos réponses. Bien sûr, parce que nous, on a beaucoup de chance de vivre dans ce milieu et je pense qu'il faut partager dans la mesure de nos possibilités. Je suis d'accord de faire ça, mais il faut savoir à qui qu'on le donne et qu'est-ce qu'il fait avec. Oui, je pense que c'est important. Des fois que je vais à la poste, je mets de l'argent dans les petites pots et aussi à certaines banques, quoi. J'ai été déjà à Pointe-à-Pitre porter des vêtements. On me dit il faut la laver, il faut la pour petit. Alors moi je leur ai dit d'accord, je viendrai, mais jusqu'à maintenant je n'ai pas encore le temps d'aller à Pointe-à-Pitre pour le porter. Oui, c'est très important puisqu'il y a du monde qui en ont besoin et beaucoup de personnes pourraient s'en sortir encore et ce sera très important de les aider. Moi je pense qu'il est vraiment très important de continuer à soutenir cette action qui est menée par l'ONU. Compte tenu du travail que fait cette grande maison, je pense qu'il est très très important de continuer à soutenir cette maison qui mène un travail formidable et surtout ce sont des gens qui sont prêts à tout laisser pour aller vers les autres. Je participe aux dons, je le fais puisque on n'est pas à l'abri. Aujourd'hui j'ai, mais demain, je peux ne pas en avoir. Donc pour moi, c'est très important d'y participer et de faire une œuvre au travers de cette journée. Pas que cette journée, mais tous les jours de notre vie.
Reportage de Linda Kayarsi. Le passé de nos pays se raconte de plus en plus sans complexe. Beaucoup d'initiatives sont prises ces jours-ci. Colloques, festivals, séminaires, masterclass, tout est mis en œuvre pour construire un savoir qui est destiné à devenir un savoir-être. Dans ce cadre, la commune de Petit Canal accueille une exposition visuelle et sonore, Les échos de la mémoire. Luc Saint-Éloi, bonsoir. Vous êtes le concepteur de cette manifestation, une manifestation un petit peu originale. Vous faites appel aux techniques modernes pour parler de la mémoire des Antillais, des Guadeloupéens en général. En général, et en même temps, j'ai presque envie de rajouter, c'est aussi l'histoire universelle, l'une des plus grandes tragédies de l'histoire de l'humanité, la traite négrière et l'esclavage, qui dure près de 4 siècles. Oui, nous sommes absolument concernés. L'exposition, c'est aussi une invitation pédagogique originale. J'invite les visiteurs à revoir un peu cette page d'histoire trop méconnue. L'exposition sonore et visuelle. D'accord. Alors c'est à Petit Canal. Je vous propose de voir le sujet que nos reporters qui sont allés sur place ont consacré à cette manifestation. On regarde et puis on revient avec Luc Saint-Éloi dans un instant. La 3e édition de l'exposition Les échos de la mémoire rend hommage à la commémoration du 250e anniversaire de la naissance du colonel Louis Delgrès, héros de la liberté. Une exposition visuelle et sonore qui enchante les visiteurs. C'est une très bonne exposition parce que ça nous donne une vue d'ensemble de la traite et de l'esclavage. On n'est pas resté que sur les Antilles. Ça nous donne l'histoire depuis le XIVe siècle, je crois, si ma mémoire est bonne. Donc c'est très bien à voir, à écouter et à faire voir aux autres aussi. Je pense qu'elle est très importante et surtout qu'elle touche tout le monde. C'est important de savoir notre histoire parce que c'est certes dans les programmes scolaires on connaît, il y a eu l'esclavage, commerce triangulaire, etc. Mais là c'est vraiment avec des détails, c'est vraiment précis, comme ils disent, oui, il y a eu 60 millions de morts. Et c'est très interactif par rapport aux autres visites de musées. Et on est vraiment dedans et intéressé. Cette exposition a été mise en place avec la collaboration du conseil municipal de Petit Canal. Nous avons voulu que cette exposition se tienne à Petit Canal, sur le lieu de Duval, qui est un haut lieu de la culture, de l'histoire de Petit Canal, mais aussi du Nord Grande-Terre. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité accompagner M. Saint-Éloi dans son projet d'exposition, on va dire, de la mémoire, de la culture de notre histoire à Duval. Donc très tôt, nous avons pris ce projet à bras-le-corps. L'idée pour nous, c'est de ramener la culture et l'histoire à la portée des Guadeloupéens. Et devant le tel succès quotidien et la demande de la population, donc nous avons souhaité prolonger cette manifestation jusqu'au 27, de manière à ce que l'ensemble de la population de Petit Canal, mais de la Guadeloupe, puisse voir et revoir cette exposition. Lors de cette visite, vous pourrez découvrir 30 totems, dont 26 interactifs et 4 fixes, pour une visite de 2 heures du lundi au jeudi, de 9h à 18h, le vendredi et samedi, 9h à 21h, pour découvrir ou redécouvrir un pan de notre mémoire. Luc Saint-Éloi, essayant d'aller un petit peu au fond des choses, on a vu Delgrès en personnage central. C'est un choix volontaire? C'est un choix volontaire. Nous voulions absolument célébrer le 250e anniversaire de la naissance du colonel Delgrès. Ce sont des dates importantes. Nous sommes fiers du combat mené par Delgrès, ses camarades, Ignace, Massoto, Solitude. Et c'était également une manière d'inviter les vacanciers, puisque nous sommes en plein mois d'août, les visiteurs, les étudiants qui reviennent au pays, et puis les gens de passage. On est de plus en plus intéressés par l'histoire. On remarque que le tourisme culturel attire de plus en plus. On a le soleil, on a la mer, on a les plages, d'accord, mais aussi on a des histoires à faire découvrir, on a notre propre histoire à raconter. C'est une invitation vraiment à tous les visiteurs du pays. Et pourquoi il n'y a pas, je connais votre engagement, Luc Saint-Éloi, pourquoi il n'y a pas toujours de regard critique sur notre propre histoire? Le moment n'est peut-être pas venu de regarder cette histoire de manière critique?
Ah si, le moment est venu. Moi, je crois qu'il y a suffisamment de... Si, il y a des critiques. Hein. Moi, j'entends... On n'est pas tous d'accord sur tout. Mais l'essentiel, c'est qu'ensemble, nous puissions arriver non seulement à visiter cette page d'histoire, à la revoir ensemble, à échanger, mais en même temps à tenter de comprendre qu'est-ce qui s'est passé à cette période-là, pourquoi une tragédie de cette sorte a duré si longtemps, et pourquoi, en allant chercher à décoder ce qu'on a voulu faire de nous, quelles seraient éventuellement les traces, les séquelles, parce qu'il s'agit aussi de bâtir demain. Comment bâtir demain en allant tenter de comprendre ce qui s'est passé hier? C'est aussi le moyen de chasser les complexes d'infériorité, c'est aussi le moyen, sans doute, et je crois que c'est l'essentiel, de réhabiliter l'image du noir qui s'est détériorée à cette période. C'est une période où on a complètement connu la déshumanisation. Et donc, c'est une manière aussi de raconter qu'il n'y a qu'une seule famille humaine, quelle que soit la couleur de la peau, quel que soit l'endroit d'où l'on vient, quelles soient les origines. C'est une période très grave, mais en même temps, c'est une histoire universelle, je le disais également, mais ça permet aux uns et aux autres à tenter de mieux comprendre la complexité humaine, de façon à ce que plus jamais une telle tragédie ne se renouvelle. Que pense-t-on aujourd'hui des rapports entre Delgrès et Napoléon? Napoléon qui a quand même fait de Delgrès un officier, comme les autres d'ailleurs. Et est-ce qu'on peut vraiment considérer Delgrès comme un héros de l'indépendance? C'est un héros non seulement de l'indépendance, mais des libertés. C'est comme tout ça. Alors qu'il se battait pour la fin de l'esclavage, mais pas pour la rupture avec la France. Ah non, mais on n'est pas dans cette lutte. Le soldat Delgrès était un homme engagé dans l'armée française, comme ses camarades, comme les autres Ignace. Mais à un moment donné, même si nous avons eu la formation de l'obéissance à l'armée, ils ont bien compris qu'il y allait aussi de la défense de leur liberté. Et que lorsque le général Richepense débarque en Guadeloupe avec un certain nombre de soldats, la première chose qu'il fait, c'est de désarmer les hommes de couleur, comme on disait à l'époque. Et en désarmant les soldats noirs et pas les soldats blancs, c'était comme aussi une alerte. Mais Ignace le premier le voit et le dit également à son supérieur, et à ce moment-là, on comprend qu'il faut se révolter. Il y a eu un grand débat au sein du gouvernement provisoire, et puis malheureusement, c'est la tendance plutôt pro-française, on va dire, qui l'a emporté. En tout cas, la chose est certaine, c'est que nos héros de l'époque ont bien compris qu'il y avait trahison et il fallait donc riposter. Et malgré une bataille rude et difficile, lorsqu'ils ont vu qu'ils allaient perdre malheureusement ce combat puisqu'il manquait de munitions et les hommes en face étaient beaucoup plus nombreux, ils choisissent, comme l'a dit Delgrès à travers son message à l'univers entier, ils choisissent de mourir, mais de façon aussi à léguer un héritage en accordant ce message à la postérité. Je le rappelle, intitulé Un cri de l'univers à l'univers entier. Il commence par ces mots, mais en même temps, il finit « Et toi, postérité, accorde une larme à nos malheurs, et nous mourrons satisfaits. » Nous sommes cette postérité. Et nous avons envie d'être fiers, d'être les petits-enfants de ces grands messieurs. Et l'univers entier doit savoir ce qui s'est passé ici, sur notre petite terre de Guadeloupe. Et nous faisons partie des grands défenseurs des libertés. Comment vous avez trouvé cette espèce de joint venture avec la commune de Petit-Canal? C'est très simple. Lors d'un dernier passage en Guadeloupe, en avril, je venais de terminer une création intitulée « Blessures secrètes de 1943 ». Vous voyez que je passe aussi mon temps à visiter notre page de mémoire. Et c'était à la demande de l'UPPL. Pendant cette période de création, j'ai eu l'occasion de rencontrer M. Mornal, qui a eu la sagesse et la gentillesse de bien vouloir m'écouter, m'entendre. Et je crois qu'il y a eu une écoute très intéressante. Il a compris le projet. Il a voulu absolument m'accompagner. Et la ville de Petit-Canal nous reçoit, avec également en partenariat avec la communauté d'agglo du Nord Grande-Terre, avec sa présidente Mme Carabet, et que je remercie. Mais ça nous a donné l'occasion de ressortir une exposition que nous avions déjà créée en 2013, inaugurée par le président de la République, que nous avions amenée en décembre 2014 grâce au Conseil général avec le concours d'Air Caraïbes aussi, parce que je le souligne, c'est 2,5 tonnes de matériel que j'ai fait rentrer en Guadeloupe. Et là, c'est la deuxième reprise à Petit-Canal. Je remercie tous les visiteurs qui viennent de plus en plus nombreux et je leur dis, grâce à vous, avec M. Mornal, nous avons l'autorisation de poursuivre et de prolonger, donc jusqu'au 27 août. Mais une dernière petite question, oui. Pourquoi justement une telle exposition qui a un caractère pédagogique indéniable, pourquoi la faire pendant les grandes vacances? Alors, c'est intéressant de la faire pendant les grandes vacances parce que je crois que de plus en plus, et je m'en aperçois, le touriste qui vient visiter notre terre, bien sûr, ils viennent chercher le soleil, ils viennent chercher la mer, ils viennent aussi rencontrer nos plats culinaires,
mais ils viennent aussi tenter de comprendre notre histoire. Justement. Cette histoire, ils ne l'ont pas apprise, et c'est une manière de leur dire, voilà l'université Vous l'avez pédagogique dit, et mais populaire. justement, nos plages aussi, alors que les touristes, quand ils viennent, c'est pour la culture aussi, pour les plages, le soleil. Vous aimez aller à la mer ? Ah bah absolument, moi j'adore aller à la mer, j'adore regarder aussi l'horizon, ça aide à la méditation. D'accord. Et nous avons aussi Alors besoin de repos, justement, comme tout le je vous monde. propose d'aller vous asseoir sur la plage qui a été rénovée du côté de Saint-François, non loin de Saint-François. Vous découvrirez avec ce reportage d'ATV Guadeloupe. Regardez. Une plage enfin accessible, voilà ce qu'offre l'hôtel Pierre et Vacances à ses visiteurs. La métamorphose est flagrante selon les habitués, puisqu'avant, la baignade était impossible. Après 3 semaines de fermeture, le chantier permettrait de lutter contre l'érosion du littoral. C'est un obstacle qui est composé de sable dans un tissu géotextile qui a été posé, on va dire, sous le niveau de l'eau et qui permet aujourd'hui, on va dire, de briser, on va dire, la force des vagues et de pouvoir aussi également retenir les sédiments dans la zone de baignade. L'intervention des pouvoirs publics était devenue particulièrement urgente et nécessaire pour mettre en valeur cet espace touristique naturel. Et selon le directeur du site, réduire le risque de submersion marine est prioritaire pour assurer la protection des usagers de la plage. On a travaillé de concert avec les autorités locales, la DEAL, la direction de la mer et la région. Et on est allé même jusqu'à déplacer des herbiers pour pouvoir vraiment assurer la continuité de la biodiversité au niveau local. Et donc aujourd'hui, c'est une réussite. On est à peu près à 1 an par rapport au début des travaux et on s'aperçoit même que le procédé qui a été mis en place permet une colonisation d'algues sur le support qui a été posé. En marge des travaux, une base nautique a aussi été installée, permettant la pratique de sports nautiques accessible à tout visiteur. Parfois, on rêve de voir la personne qui parle dans le poste, disait-on avant. Maintenant, avec Internet, c'est vrai que l'on peut filmer les émissions radio et vous avez en même temps le son et l'image. Mais ici, en Guadeloupe, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Et puis, je vous invite à découvrir une voix célèbre que vous entendez pratiquement tout le temps sur RCI, celle de Jimmy Pierrot qui veut faire péter l'audience. Voici le visage qui se cache derrière cette voix. Le concept est simple. Depuis le début des vacances, entre 15h et 18h, Jimmy Pierrot, animateur radio de RCI Guadeloupe, reçoit les artistes pour parler de leur actualité dans une ambiance conviviale. Les artistes aiment bien discuter, parler d'eux, parler de leurs projets, de ce qu'ils font. C'est surtout ça, parler des artistes sur ce qu'ils font. C'est important, mais globalement, les artistes aiment bien ça, parler et expliquer ce qu'ils font. Parler de l'actualité, ce qu'ils font, les soirées en vogue, mais toujours parler des choses qui se font, les choses qui sont bien. Voilà, on essaie de de donner de la valeur ajoutée aux artistes. Ceux qui sont ici en ce moment, de leur donner la possibilité de s'exprimer parce que durant la saison, c'est toujours très difficile. Et on a le choix, par exemple, aujourd'hui, on reçoit Warren, on reçoit Loïc Camboulet, des gens qui n'ont pas l'habitude de parler et de s'exprimer pendant un petit moment. Donc, de leur donner cette possibilité de parler, de s'exprimer. L'un de ses invités aujourd'hui, Loïc. Il est venu annoncer une manifestation. Il apprécie particulièrement l'émission. En fait, j'ai une manifestation le 23 août à Beaupertuis et à Sainte-Rose. Et donc, je suis venu faire la promotion du spectacle, quoi. Et donc, Jimmy, c'est un ami qui a vraiment toujours soutenu ma musique. Et donc, lorsque je lui ai dit que j'avais le concert, il m'a invité à venir communiquer dessus. Mais en fait, pour moi, c'est toujours un plaisir de venir dans les émissions de Jimmy. C'est vrai que là, on a une audience qui est toujours importante. Donc, c'est toujours bien pour nous, en tant qu'artistes, d'avoir ce genre de plateau pour pouvoir s'exprimer, quoi. Et Jimmy donne vraiment la force aux artistes. Et c'est une émission, je pense, qui est très conviviale. Et on a l'occasion de parler de nos activités. C'est vrai que pendant les vacances, on tourne beaucoup, on n'a pas beaucoup de temps de faire de la promo. Et lorsqu'on a des espaces comme ça, pour nous, c'est très intéressant de venir, quoi. Il vous reste peu de temps pour redécouvrir ou découvrir vos artistes préférés jusqu'au 29 août avec Jimmy Pierrot de 15h à 18h.
Il y a Jimmy Pierrot, mais il y a les autres aussi, Judith, Michel Marvel, tous ceux qui font RCI dans l'équipe d'animation, également les journalistes que nous saluons. L'heure est venue pour moi de vous inviter, avec Karen Diamin, à aller à Sainte-Rose. Nous y sommes allés quelques fois dans la semaine, mais là, c'est un projet intéressant. C'est une association Cassonnet qui a décidé de recueillir des arbres, et pour les transformer en meubles. À TV Guadeloupe, au cœur de votre vie quotidienne, Karen Diamin. Derrière cette nature luxuriante se cache un village tant unique qu'atypique. À la base, Cassonnet, notre tout premier travail, ça fait déjà plus de, 2009, 2007, ça fait peut-être plus de 10 ans qu'on le fait. C'est les tambours en bois fouillé. Donc c'est pour ça que tu appelles Cassonnet. C'est pour ça que le meuble que je suis assis dessus, c'est un siège équipé de son cas en une seule pièce qui a été fait en poirier. Un savoir-faire qu'ils n'hésiteront pas à élargir à d'autres pièces. Là, je vais vous montrer quelques pièces. Comme cette pièce-là, en fin de compte, ça c'est un fauteuil taillé dans la masse en poirier, le poirier pays. Là, vous avez toujours un pinon en poirier. Donc le bois le plus lourd qu'on a en Guadeloupe, que nous on a trouvé, qu'on travaille, c'est le filao. Parce que le filao, c'est le seul arbre que quand, en fin de compte, il y a du vent ou un ouragan, ce n'est pas un arbre qui se casse, il se déracine. C'est un arbre qui est très lourd, qui prend un temps infini pour pouvoir grandir, quoi, d'accord? Donc on travaille l'amandier, parce que l'amandier c'est un bois qui est très noble, qui se travaille très bien. Comme on a eu des échos des gens de la Réunion qui nous disaient qu'en Réunion, l'amandier c'est leur arbre fétiche. Ils faisaient des maisons, ils faisaient des lits, ils faisaient des meubles, ils faisaient tout. Donc nous on a l'amandier comme ça, là c'est un plateau en amandier. Donc là, tu as un pinon en amandier et dessus, il y a un plateau. Nos meubles sont taillés dans la masse et sont toujours conçus du principe, nous, c'est première chose, on vient d'Africa. Donc nous, en fin de compte, le pied de la table, c'est un pinon. Celui-là, c'est un bar en fruits à pain. Donc là, tu as un pinon en fruits à pain, un plateau en fruits à pain. Le mât du parasol, c'est du chandelle. Le support du parasol, c'est du tanda caillou. L'armature du parasol, c'est merisier ou goletanas. Et là, en fin de compte, on a tressé là-dessus du bakwa. Et là, tu vois carrément un fauteuil en fruits à pain. Le fauteuil en fruits à pain, c'est quelque chose de malade. C'est un bois qui est très dur à travailler, à la différence de ce qu'on aurait pu penser. Une dextérité manuelle qui leur permettra d'agrandir leur domaine de compétences. En plus de faire les meubles, de faire les cars, nous aussi on fait tout ce qui est construction de paillotes en paille. Donc les paillotes en paille que l'on fait, c'est des paillotes qui n'ont pas de vis, qui n'ont pas de clous, qui n'ont pas de béton. Donc en fin de compte, l'armature est en tanda caillou, la charpente en elle-même est soit on met du bois d'Inde, ou bien soit on met du merisier, et la couverture c'est des feuilles de latanier. Donc en fin de compte, le tout mis comme ça, en valeur comme nous on le fait, c'est quelque chose en fin de compte qui a une durée indéfinie déjà pour la charpente. Et pour la couverture, il faut compter 10-12 ans. Poussés par le désir de faire découvrir l'âme authentique de leur espace, l'association n'hésite pas à diversifier son champ d'activité. On va mettre en place d'ici début septembre une pizzeria végétarienne. Donc ça veut dire que le vendredi, samedi, dimanche, les gens pourront venir profiter du cadre, profiter dans un lieu magique pour pouvoir manger local et surtout haïtal. Parce qu'à la base même, avant de faire tout ça, c'est quelque chose que j'ai oublié de dire, on était agriculteurs. Donc en fin de compte, c'est nous-mêmes, on est derrière tout ce qu'on fait. On est derrière la production des meubles, la production des paillotes, la production de tout le reste. Et on est derrière aussi l'agriculture en elle-même. Et prochainement, tenez-vous au courant, Cassonnet, en fin de compte, va recommencer à faire les journées culturelles, c'est-à-dire les concerts live et tout ce qui va derrière, quoi. Plus qu'une association, et encore bien plus qu'un village, Cassonnet est une véritable philosophie de vie.
Voilà pour ce qu'il fallait retenir. Dans un instant, je vous rappellerai les titres de l'information de ce soir, mais voici pour quelques informations utiles à votre vie quotidienne. La préfecture invite les Guadeloupéens à s'exprimer sur la question de l'égalité réelle. Vous avez un site pour ça, égalité-réelle-outremer-mer.fr. Donc vous pouvez discuter sur ce projet jusqu'au 9 septembre. Une campagne de consultation participative est ouverte sur Internet et sur la plateforme. On recherche pour une association des terres agricoles pour culture et élevage biologique par contrat et métayage en Côte-Soulevant, Baïf à Sainte-Rose, dans la région de Baïf à Sainte-Rose. Si vous avez ces terres, vous pouvez appeler, je crois, integra@orange.fr. Je suis pas sûr quand même d'avoir bien vu. Alors, pour les dons du sang, le planning des collectes samedi 20 août, place Gerty Archimède à Mornalo, de 8h à 12h. Voilà pour cette édition. Je vous rappellerai les principaux titres dans un instant.